Une question, Niger, base militaire française, la voix du peuple inaudible à Paris, nous nous interrogeons. Madame, monsieur, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à toutes et à tous à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, des centaines de milliers de personnes ont manifesté samedi dernier à Niamey pour exiger le départ des forces armées françaises du Niger. Le rassemblement a eu lieu près d'une base militaire nigérienne abritant des soldats français à l'appel de plusieurs organisations de la société civile nigérienne. Eh bien, mesdames, messieurs, la contestation de la présence française au Niger est toujours aussi vive. Plusieurs centaines de milliers de personnes se sont rassemblées le samedi 2 septembre dernier à Niamey et à Oualam au sud-ouest du pays pour réclamer le départ des forces françaises du Niger. Une demande du régime des nouvelles autorités nigériennes arrivées au pouvoir il y a encore quelques jours. Dans la capitale, le rassemblement se tenait près d'une base nigérienne abritant des soldats français à l'appel de plusieurs coalitions de la société civile nigérienne hostiles à la présence militaire française. Armée française, allez-vous-en de chez nous, pouvait-on notamment lire sur les pancartes des manifestants. France, nous ne voulons plus de vous, fichez le camp de chez nous. Aux protestataires arrivés samedi matin, s'est joint bien sûr un autre cortège dans l'après-midi pour former une foule dense sur le rond-point Escadrille, un des principaux lieux de ce genre de rassemblement qui ont lieu à Niamey. Eh bien, il faut le dire, les Nigériens ne veulent plus voir un seul soldat français sur leur sol, et pas même, on va le dire, l'ambassadeur de France, Sylvain Ité, qui n'est plus ambassadeur, puisque les autorités nigériennes lui ont servi justement une note pour lui demander de quitter le sol nigérien. D'ailleurs, c'est acté, on nous fait savoir d'ailleurs ce matin que Sylvain Ité quittera bel et bien le territoire nigérien. Une autre manifestation a eu lieu à Oualam, au sud-ouest du pays, devant une base militaire, quartier général de l'opération Al-Hamadou, Al-Maou. C'est ce qu'on nous dit, où cohabitent des soldats nigériens et français, selon des images diffusées d'ailleurs un peu partout dans les télévisions. Soldats français, nous sommes venus vous apporter un message pour vous dire que nous n'avons plus besoin de vous, a déclaré les manifestants dans un mégaphone. Les tensions diplomatiques sont à leur comble entre le régime de Niamey et surtout le pouvoir et la France, et qui ne reconnaît pas leur légitimité, alors que plus de 1500 soldats français sont toujours stationnés au Niger pour participer, nous dit-on depuis la nuit des temps, à la lutte anti-djihadiste, mais jusqu'à preuve de contraire, ces soldats n'ont jamais tué un seul djihadiste. Le 3 août dernier, les généraux qui ont pris le pouvoir, eh bien, ont dénoncé plusieurs accords avec la France. Ces textes contiennent tous différents préavis pour leur fin effective, dont l'un relatif à un texte de 2012 était d'un mois selon les militaires. Il faut justement biffer tout ce qui a été fait justement par les anciennes autorités, en l'occurrence Emmanuel Macron. Fin août, lors d'un meeting à Niamey, le colonel Ibro Amadou, membre du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, auteur justement de ce changement du côté de Niamey, avait déclaré que le combat ne s'arrêtera que le jour où il n'y aura plus aucun militaire français au Niger. Voilà pourquoi nous nous interrogeons dans Niger, base militaire française, la voix du peuple inaudible à Paris, nous nous interrogeons. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendome ce matin, homme politique de l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, créé le 10 avril 1948. J'insiste là-dessus. Ici même à Douala, en Ogbati, au restaurant Le Sierra. C'était les 12 disciples, on les avait surnommés, qui ont créé justement ce parti historique qui reste et demeure le principal parti d'opposition au Cameroun. Patient Parfendome, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sylve Josselin-Ngos, bonjour à nos millions d'internautes, bonjour à nos techniciens, bonjour au vaillant peuple du Niger, au vaillant peuple de Gabon. Il y a des mutations qui se opèrent sur notre continent. Oui. Le Niger, c'est pas le Gabon, mais il y a des déplacements de curseurs qu'il faut analyser avec beaucoup de lucidité, de froideur. Une chose est sûre, le peuple africain dans sa globalité est déterminé à réécrire une nouvelle page de son histoire. Et ça, c'est ce que j'aime appeler une tendance lourde. Ramener les choses à la situation d'avant n'est plus possible aujourd'hui. Cela est valable pour le Niger comme pour le Gabon.
Et nous sommes en plein mois de septembre. Et vous savez que dit mois de septembre dit justement mois de l'anniversaire de la création de ce grand parti qu'est l'Union des populations du Cameroun. Et Robert Mouniobé, le créateur de ce parti, disait l'UPC est l'âme mortelle du peuple camerounais. Merci pour cette invitation. Merci à vous d'être avec nous ce matin, Patient Parfum d'Homme, même si nous savons que la forme n'y est pas encore, nous allons vous souhaiter bon rétablissement. Oui, mais vous savez, ce combat dans lequel nous sommes englués depuis très longtemps, vous et moi, vous êtes l'un des précurseurs sur le plan de la coordination médiatique de ce combat panafricain. Beaucoup de nos internautes ne le savent peut-être pas, parce qu'avant, Panafricanisme Active, vous avez été ailleurs, vous avez mené cette barque de ce combat avec beaucoup de maestria. Et aujourd'hui, Panafricanisme TV, je le dis souvent, je ne dirai jamais assez, fait face à des difficultés. Il faut quand même qu'on le dise à nos internautes. Il faut venir apporter votre soutien à Panafricanisme TV. C'est vrai, c'est déjà très important quand on vous voit partager les émissions de Panafricanisme TV, mais Panafricanisme TV vit aussi de manière concrète. Donc, cette solidarité doit aussi s'exprimer de manière concrète. Et vraiment, nous lançons, c'est un cri d'alarme, c'est un cri de détresse que nous lançons vis-à-vis de nos différents followers, si on peut les appeler comme ça, mais surtout des Africains conscients. Venez en soutien à cette initiative, cette belle initiative qui a fait le bonheur de beaucoup d'Africains. On n'aimerait pas entendre demain matin que la clé a été mise sur le paillasson. La clé sur le paillasson, parce que les moyens n'ont pas suivi. Venez au secours de Panafricanisme TV. Je crois qu'il y a quelques informations pour ceux qui veulent aider. Tipeee.com/panafricaniste TV. Vous passez par là et vous déposez ce que vous pourrez déposer. Tipeee.com/panafricaniste TV. Voilà. Donc, venez en aide à la chaîne parce que c'est difficile. Elle passe des moments très, très, très difficiles. Elle n'a pas de financement des institutions. Elle n'a pas de financement de la part d'un gros bonnet du monde des affaires. Ce sont de simples petites volontés de jeunes Africains qui ont décidé de se lancer dans l'aventure. Mais je pense que le moment est venu pour leur donner un petit coup de main pour pouvoir vraiment continuer à nous servir ce beau plateau et ce partage, n'est-ce pas, d'opinions qui existent entre vous et nous dans cette lutte que nous menons pour la libération de notre continent. Je vous redonne justement cette page, tipeee.com/panafricaniste TV. Vous pourrez faire ce que vous pourrez. Merci à vous, Patient Parfum d'Homme, d'être avec nous ce matin. Base militaire française, la voix du peuple inaudible à Paris, même si nous savons que depuis ce matin, finalement, on nous fait savoir que Emmanuel Macron veut négocier avec les nouvelles autorités nigériennes pour voir combien de temps il pourrait retirer une partie de ses soldats. Non, c'est déjà fait. J'étais sur un plateau. Je pense ce week-end, j'avais déjà annoncé qu'ils n'ont pas d'autre choix que de négocier. Ils sont allés loin dans les ultimatums, les ultimata, mais surtout dans leur prétendue volonté de se maintenir coûte que vaille. Finalement, c'est eux-mêmes qui se sont retrouvés dans la nasse qu'ils ont créée. Et là, maintenant, c'est presque inextricable. Comment ils vont faire pour se sortir du jeu? De là, c'est très compliqué. Moi, j'avais bien prévu que ce qui semble être comme des attitudes de condescendance, mais surtout la barre très haute qui a été mise par la France dans cette affaire-là, c'était peut-être pour mieux négocier, parce qu'on ne sait pas comment, par quelle alchimie, Paris peut continuer de conserver ses troupes. 1500 militaires, nous dit-on, mais je suis sûr qu'il y en a plus. Contre la vie souveraine du peuple nigérien. C'est une équation qui est difficile à tenir. Donc, après, je ne comprenais pas l'entêtement de Paris, mais pourquoi, malgré, n'est-ce pas, cette détermination qui est en face, Paris insiste de dire, nous allons maintenir nos troupes sur le sol nigérien parce que, avec la Libye fallacieux, nous ne reconnaissons pas les autorités qui nous demandent de partir. Mais après avoir réfléchi, déjà dès ce week-end, j'ai dit que non, je comprends la France. La France, en réalité, en insistant sur cet élément de langage, en disant nous allons rester coûte que vaille, c'est plutôt un moyen pour ouvrir enfin les négociations avec les autorités nigériennes et pour partir du Niger, mais pas totalement la queue entre les jambes. Ils veulent partir du Niger sans donner l'impression vraiment qu'ils ont été complètement poussés à la porte.
et que bon, c'est la suite des négociations, peut-être avec des pays et organisations tiers qu'ils ont décidé de partir. D'autant plus que la situation, il faut quand même là maintenant brosser une analyse très rapide de la situation nigérienne. Le Niger, c'est quoi? Le Niger, c'est un peu de Sahel qui affronte beaucoup de difficultés depuis très longtemps. Il y a la bande sahélo-sahélienne qui se transforme à grande vitesse en désert, dont des populations qui étaient dans des espaces où ils pouvaient s'occuper de leur activité agro-pastorale, voient les villages disparaître, voient des conditions de vie devenir de plus en plus difficiles. Au même moment, nous avons une France qui exploite les richesses du Niger, dans l'uranium plus précisément, mais qui ne fait pas, qui n'est pas dans un accord de type win-win, qui prend tout et ne laisse pratiquement rien au Niger. Donc le Niger est incapable d'assumer l'État nigérien, ses fonctions régaliennes, surtout ce qui consiste à donner au peuple de quoi pouvoir tenir dans cette agression et de la nature. On ne parle de COP 21, COP 30, COP 50, on oublie que ceux qui subissent de plein fouet et ce changement climatique et la poussée de ce désert, ce sont les Africains qui ne polluent pratiquement pas le monde. Donc, il y a cette situation et il y a des révoltes. Parce que c'est cette bande sahélo-sahélienne que s'est installée, ou bien qu'on a installé, un terrorisme dit djihadiste qui a commencé maintenant à commettre des crimes les plus sauvages, les plus barbares, à ne plus permettre que le peuple de cette région, dont le Niger en premier, puisse avoir une petite quiétude malgré, n'est-ce pas, la pression et les attaques à répéter la nature contre leur espace de vie. Et d'autres pays autour du Niger ont vu que la présence française, qu'elle a été souhaitée ou bien qu'elle leur a été imposée, ne leur a pas permis de régler le problème de ces attaques djihadistes. Donc, ils ont déjà la nature qui est contre eux. Ils ne peuvent plus entretenir leur village correctement. Ils ne peuvent plus participer à leurs activités agro-pastorales pour continuer, justement, de nourrir le peuple. Et cerise sur le gâteau, ou bien, je ne sais pas, fiel sur le gâteau, vous avez ces djihadistes dont on ne sait pas très bien ce qu'ils veulent et qui tuent de manière sans aucune raison valable le peuple. Donc, ces États-là, ces peuples ont commencé à se révolter en disant la France, votre présence ne nous permet pas de dire qu'elle est d'un quelconque intérêt pour notre propre sécurité. La Fronde a commencé. Le Mali a anticipé, après le Mali, c'est le Burkina Faso, ne l'oubliez pas, le Mali chasse les troupes françaises, le Burkina le fait, enfin avec la force Sabre, qui était autour de Ouaga, et toutes ces troupes-là qui sont chassées, et par les Maliens sur le sol nigérien. Se retrouvent sur le sol nigérien. Donc ce n'est pas seulement 1500 soldats, patient pas fin d'homme. Mais c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure. 12 000 personnes, quand même. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai dit ces chiffres-là. Vous savez, je vous dis toujours que je ne crois jamais aux statistiques qui sont balancées par vos gens-là, ni aux chiffres. Moi, c'est pour ça que j'ai la peine souvent Force Barkhane, à construire mes arguments sur la base de ces données statistiques et chiffrées. Donc voilà. Et les populations nigériennes commencent à dire non. Nous ne sommes pas la poubelle de la France. Chaque fois qu'elles sont chassées quelque part, il faut que c'est nous qui servions de réceptacle à toute leur merde. Mais curieusement, ils se rendent compte que les gens qui sont arrivés au pouvoir, soi-disant démocratiquement, on parle de tandem Issoufou Bazoum, eux, ils collaborent avec la France et sont même allés dans des déclarations et des attitudes tentant à humilier le peuple nigérien. Parce que quand vous avez des généraux de Bazoum, dont j'oublie le nom, qui insultent ses propres forces de défense, en estimant que, oui, les djihadistes sont bien formés, ils sont bien outillés, de toute façon, l'armée nigérienne ne peut pas du tout les contrer sans la présence des armées françaises, ça blesse l'orgueil national. Ça blesse l'orgueil des militaires qui se disent, mais quels sont ces individus qui sont à la tête de nos États? Que c'est même quoi cette histoire-là qu'on nous appelle élus démocratiquement? Et à partir de ce moment-là, le cocktail était là, prêt à exploser, oui. Mais pour dire à ces gens, foutez la paix. Des autres qui vous ont chassé de chez eux, ils se portent mieux sur le plan sécuritaire. Alors, vous là, vous nous racontez quoi? Vous êtes tous là. Il y a les Américains. Il y a les Allemands, les Allemands. On nous dit un millier d'Allemands. Oh, un millier d'Américains, je ne sais pas. Les Danois. Mais nous avons toujours à faire face à cette pression de ces terroristes djihadistes. Donc, non, nous pensons que c'est vous le problème. Vous n'êtes pas la solution, vous êtes le problème. Parce que ceux que vous ont chassés se portent mieux. Ils se portent mieux. D'abord, on voit que sur le plan national, l'orgueil national, une fois de plus, comment leurs armées se renforcent.
en capacité de renseignement, en capacité de transport logistique, en capacité d'armement militaire, leurs arsenaux s'étoffent quantitativement et qualitativement. Mais si chez nous, nous continuons à être comme des petits supplétifs, je ne sais pas, des armées coloniales, on ne peut plus continuer à l'accepter. Et Bazoum se braque. Au lieu de comprendre le cri de ce peuple, lui, il prend totalement fait cause pour la diplomatie française, pour le narratif français, pour le type d'argument français qui a été développé. Donc, il était de facto quelqu'un qui était à dos, qui s'est mis à dos son propre peuple. Donc, on ne pouvait que l'évacuer. On ne pouvait que l'évacuer. Donc, voilà la situation nigérienne. Et cette situation nigérienne ne pouvait que déboucher sur des demandes profondes du peuple avec insistance, avec détermination, en disant foutez le camp chez nous. Or, ceux qui sont à Paris, la diplomatie française, l'élite française, dans son analyse, l'analyse concrète, la situation concrète, s'est comportée justement comme s'il était encore dans les années 50 et 60. Où malgré les demandes incessantes d'indépendance, et de liberté, de souveraineté, Foucault imposait notre ordre par la force, par la brutalité, par la barbarie et la sauvagerie. Et ils se sont cru encore en capacité de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils pensaient jouir encore des soutiens. D'ailleurs, on le voit avec les élections municipales bien qui se sont passées au niveau de la Côte d'Ivoire. Ça fait rire quand vous regardez les scores faits par le parti de Mathieu Ouattara. Donc, ils ont cru qu'ils pourront s'adosser sur des hommes liges ici en Afrique. C'est le cas en Côte d'Ivoire. Ils ont beaucoup espéré ici pour le Nigeria, le Togo, le Bénin et un peu le Sénégal pour imposer un ordre colonial au peuple nigérien qui n'aspirait qu'à avoir beaucoup de liberté et beaucoup de souveraineté et d'autonomie sur son propre sol. Là, ils se sont gourés parce que, entre-temps, l'armée africaine, hors même de ces régions CEDEAO ou bien zone Ban-Salo-Sahélienne, est rentrée dans la danse et a contraint ces hommes liges à reculer. C'est le cas de M. Tinibou, n'est-ce pas, au niveau du Nigeria. Aujourd'hui, il commence à parler, si on peut donner 9 mois de transition aux militaires. Vous voyez donc, de la première déclaration qui était, on va les débarquer de là par la force, à maintenant, donnons-le peut-être 9 mois, parce qu'au Nigeria aussi, au Nigeria, on avait un militaire comme ça qui avait quand même mis 9 mois après à céder le pouvoir aux civils. Donc, vous voyez comment les retournements, le point de vue du langage commence à s'opérer. Donc, l'action militaire espérée par Paris, c'est fini, il faut enterrer ça. Que va-t-on faire par maintenant? Il se retrouve seul dans un mano à mano avec le peuple nigérien. Ouattara ne lui serait d'aucune aide. Macky Sall non plus. D'autant plus que le Nigeria a reculé. Que doivent-ils faire? La seule chose qu'il reste à faire, c'est de tenter de trouver une petite fenêtre d'opportunité pour commencer à négocier avec ce qu'ils appellent les petits qui sont au pouvoir. Ils n'ont plus d'autre choix. Sinon, c'est l'humiliation. C'est l'humiliation. Est-ce que l'humiliation, ils l'ont pas déjà eu? Au Mali, au Burkina Faso, mais en Centrafrique. Pourquoi ils insistent? Mais parce Je parle de la France. Est-ce qu'ils ont pu tirer les conséquences de ces différentes débâcles? Ils n'ont pas pu tirer les conséquences. Mais ils n'ont pas pu, pourquoi? Ils n'ont pas pu. Ce n'est pas seulement une question de cécité intellectuelle et même de la réalité, mais c'est aussi dû au fait que pour la France, perdre le Niger, c'est costaud. C'est vraiment costaud. Sur le plan international, ils sont mis en difficulté. Sur le plan de ce qu'ils considèrent comme leur précaré, ils sont en train de tout perdre. C'est très costaud. C'est comme sorti du 8e rang, ils sont au 9e rang actuellement, la France. Même vous, là, je ne crois pas beaucoup. Parce que nous n'y croyons pas, ne vous inquiétez pas. Au classement, moi, je ne crois pas à ce classement. Bon, maintenant, passons. Donc, voilà. Donc, la France ne peut que négocier. Elle ne peut que négocier avec les autorités nigériennes et elle ne peut que commencer maintenant à avoir un autre regard, une autre attitude vis-à-vis des autres États français en Afrique qui étaient dans son précaré. Elle ne peut plus continuer de se comporter comme un éléphant dans une pièce de porcelaine. Parce qu'enfin, à l'intérieur même de l'élite politique française, les gens disent à Macron, attention, on va droit au mur là. Attention. Vous ne pouvez pas continuer à avoir la même posture, le même caractère raide vis-à-vis de ces avancées, même si elles tutibent,
qui sont en train de se préciser au niveau du continent africain. Si nous ne changeons pas rapidement de braquet, on est mort. On nous dit, attention, il faut... Mais je dis, les élites les plus puissantes de la politique française le lui disent que non, 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 non. Le chemin que tu prends là est mauvais. On va tout droit dans un mur. Parce que la réalité est haute. Bon, on a essayé d'envelopper cette dynamique africaine avec des mensonges du type, des faux arguments de type, c'est la Russie qui manipule les Africains. Là encore, cette élite française dit non, il ne faut pas en utiliser, n'est-ce pas? Parce que c'est faux. Ils leur disent, ce n'est pas parce que vous voyez les gens dans les manifestations avec les drapeaux, c'est les gens qui pensent que la meilleure des manières de vous faire davantage mal, c'est de nous dire que bon, vous êtes hors jeu et nous on va appeler d'autres acteurs qui viendront nous aider. Mais cela ne signifie pas que c'est la Russie qui a tout planifié, tout programmé. Ce n'est pas vrai. C'est que les Africains comprennent. Ils ont beau être jeunes, ils comprennent quand même que là nous sommes face à une France non seulement moribonde, qui est en défaut de leadership conséquent et qui ne peut plus continuer à penser qu'elle peut régenter nos vies et notre avenir. Finalement, la voix du peuple nigérien est audible du côté de Paris. Qu'elle soit audible, non, c'est une nécessité pour Paris. C'est une contrainte majeure pour Paris. Paris est obligé de tenir compte, n'est-ce pas, de cette nouvelle réalité. Elle est obligée de tenir compte de cette nouvelle réalité. Parce que, au-delà, c'est pas, bon, écoute, c'est une confrontation entre le peuple nigérien et par ricochet, le peuple africain et Paris, mais ce combat-là, il est regardé à Mondiovision par toutes les opinions mondiales qui sont devant leur écran et qui se posent la question. Mais que cherche la France en Afrique? C'est ça le problème, parce que partout où la France va maintenant, avec d'autres partenaires qui sont hors de l'Afrique, quand on voit un Français devant, que ce soit au Cambodge, au Laos, au Nord-Kalimantan, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on dit voilà les occupants. Ils ne veulent pas laisser les Africains tranquilles. C'est l'image qu'ils renvoient. Et c'est catastrophique pour la diplomatie française. Un peu partout, en Uruguay, je ne sais pas, en Argentine, partout ils vont dire, les gens là, quand vous les voyez face à vous, faites attention. Voilà ce qu'ils sont en train de faire aux Africains. Donc je pense que Macron et Paris sont obligés de tenir compte de cette nouvelle réalité qui s'impose à eux, qu'ils l'aiment ou qu'ils l'aiment pas. C'est comme ça, et qu'ils n'aiment pas, c'est vers ça qu'ils vont aller. Donc c'est aux Africains, comme j'aime à le dire, la balle est dans le camp des Africains aujourd'hui. Pourtant, la France a souvent dit qu'elle était soucieuse de la démocratie. Le peuple descend dans la rue, des centaines de milliers de personnes pour leur demander de partir. Ils ne voient pas que c'est la voix du peuple et que cette voix du peuple leur demande de partir et que c'est ça la démocratie. Non, le réveil des élites mondialisées de Paris sera très brutal parce que cette question, on peut se la renvoyer à la question interne en France. Les gens sont dans la rue en France pour contester la politique et M. Macron vient et dit que lui, c'est la foule. La vie de la foule lui importe très peu. Lui, c'est le peuple qu'il a élu. Vous voyez la contradiction d'un individu. Donc, s'il le dit pour son propre peuple, que pense-t-il de vous? Donc, c'est ça. Et je continue de vous dire, si je suis un gosse, il ne faut pas vous méprendre des Africains aujourd'hui. Les Africains voient ce qui se passe. Même ceux qui étaient sous domination française, ils voient ce qui se passe. Quand j'entends la manière à la va-vite avec laquelle nous avons analysé et traité le coup d'État au Gabon, moi je me dis attention, attention. Ce général qui a pris le pouvoir au Gabon, rien ne sera plus comme avant au Gabon. Oubliez ça. Même à son corps défendant, il sera obligé d'aller dans le sens que veulent les Africains. Le sens de beaucoup plus d'autonomie, de liberté, d'indépendance et de souveraineté. Il est obligé. Parce que ça veut dire que vous minimisez l'énorme travail que vous avez abattu depuis plus d'une décennie. 13 ans. Il produit des fruits. Il ne va pas seulement produire les fruits au Niger, au Sénégal, au Mali. Il va aussi produire les fruits ici, en Afrique centrale. Mais c'est clair, c'est clair. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'histoire des peuples, il faut revenir en arrière pour faire une bonne lecture de, par exemple, le congrès constitutif du RDA, Rassemblement démocratique africain qui s'est tenu à Bamako.
Qu'est-ce qui explique? Pour les gens qui n'avaient pas autant de facilité pour des, pour des voyages, soit en avion, soit terrestre, soit en train, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient même presque pas le téléphone, etc. Qu'est-ce qui a pu expliquer que en cette date-là, se sont retrouvés à Bamako, presque l'essentiel des Africains conscients, dignes, qui disaient, nous ne voulons plus de la tutelle française. Nous ne voulons plus de la colonisation française. Qu'est-ce qui explique ça? Donc l'histoire est là pour nous démontrer qu'au contraire de ce qu'on peut bien penser, la marche en avant est irréversible. C'est à nous, le peuple, de jouer le jeu. En continuant d'encadrer, en continuant de soutenir, en continuant de faire entendre notre voix, pour que les dirigeants arrivés au pouvoir, soit par notre propre volonté, soit par un coup de hasard, ne soient pas tentés de se comporter comme les Bongos se comportaient. Justement, c'est notre travail aujourd'hui. Mais c'est là, au contraire, l'impression que j'ai eue, c'est qu'à un moment donné, on a jeté le bébé avec l'eau de bain. En disant, oh non, c'est parce que tel a été comme ça ne s'est pas fait exactement comme on le gère au Mali, donc ce n'est pas une révolution. La révolution, ou bien les changements, la dialectique des contradictions qui aboutit au changement, emprunte souvent des chemins sinueux que vous ne pouvez pas vous imaginer. Ce qui est clair, tous les Africains aujourd'hui aspirent au bonheur, à la liberté, au bien-être et à la souveraineté. Tous les Africains. Parce qu'ils sont conscients qu'ils sont riches. Et ils ne comprennent pas comment, malgré le fait qu'ils soient aussi riches, ils peuvent vivre dans de telles conditions de pauvreté. Les femmes mettaient, les gestes des femmes pour donner la vie. Dans les hôpitaux gabonais, ça se faisait dans les couloirs. Parce qu'il n'y avait pas de lit pour accueillir les femmes qui viennent accoucher. Mais comment on peut comprendre ça? Ben, vous avez vu quelques images en une fraction de seconde. Des milliards dans les sacs banjok et dans les valises. Pour des gens qui vivent comme s'ils étaient sur notre planète. Mais ils viennent puiser au Gabon par la corruption, par le vol, par le pillage. Et ils vivent comme s'ils étaient dans une autre planète. Mais chez l'un d'eux, on a même attrapé, me dit-on, 73 milliards. Waouh, Angos. 73 milliards. C'est pour faire quoi avec? Le Gabon, c'est moins de 2 millions d'habitants. Vous ne pouvez pas donner des hôpitaux, des routes, des écoles de qualité, des logements à vos populations, et vous vivez comme vous vivez. Et quand on dit ça, on dit que non, parce qu'Ali était contre la France. Mais comment? Avec une femme, une voleuse, mais c'est pas possible, qui a fait même bas sur le pays. Vous voyez, ça vous dit que non, c'est rien, c'est parce que les Africains sont cons et de ça parce qu'ils veulent. Olingingema va faire la même chose, c'est un Bongo. Ça veut dire que quoi? On me dit que la famille Bongo, donc, Obiang n'était pas le neveu de Martias. Bon, au Cameroun, on a souvent cherché loin. Bia n'est pas notre fils d'Aïjo. Il n'appelait pas comment on appelait ça? Honorable prédécesseur. Il n'a pas condamné à mort. Les autres d'Aïjo ne continuent pas de se reposer au Sénégal. Ou quoi que la politique, c'est un jeu. Mon illustre prédécesseur, il n'a pas condamné à mort. Quand l'illustre prédécesseur a failli lui faire un croc en jambe, il faut faire attention avec la politique. Il faut faire attention avec la politique. Ce n'est pas parce que nous avons été ensemble, on a bu dans le cœur. On peut dormir sur le même lit et faire des rêves différents. Hein? Donc, l'Afrique est dans une marche en avant qui rien ne peut attraper, nous faire reculer en arrière, rien. Celui qui sera tenté de le faire, il va constater ce qu'il va constater. Mais maintenant, dans le cas gabonais, il y a un sous-entendu que les gens ne disent pas. C'est que les bébés doc de nos dinosaures dans notre Afrique centrale se préparaient pour remplacer papa. Ce coup de talent était un indicateur fort pour leur dire que c'est terminé. C'est fini. Donc, moi je ne crois pas aux démocraties, je vais bien. Moi je ne crois à rien d'autre, je ne vais bien. Mais je dis que les Africains en ont marre d'être considérés comme, je ne sais pas, moins que des chiffons, moins que des serviettes, n'est-ce pas? Non, c'est fini.
l'Africain aspire aussi à la dignité. Surtout que les Africains sont dans les écoles. Ils ont acquis des connaissances. D'autres, malgré les connaissances, auraient pu bien jouer oui, non, même ailleurs, là-bas, on leur aurait attribué tous les noms. Vous savez que Bongo, on l'appelait Obo le boss. Bongo père. Bon, il y avait le sage d'Afrique, il y avait le beau Blaise. Et tu voyais comment. Ils auraient pu dire que bon, je me contente de régler mon équation personnelle et je reste là-bas où, de temps en temps, on me jette des petits, quelques camemberts. L'enfant, c'est les autres, je m'en fous de mon continent. Mais tous les Africains aujourd'hui, même ceux qui sont en Europe, là-dedans, il y a quelque chose qui gicle, là, qui leur rappelle d'où ils sont venus. Et ils veulent aller transformer les choses pour donner une signification au fait qu'eux aussi sont des Africains. Et ça, vous ne pouvez pas l'enlever. Il n'y a pas que Jean-Paul Mbelek qui est capable de ce que j'appelle ce suicide de classe. Mais pour que les sociétés évoluent, elles ont aussi besoin des individus comme vous qui faites ce suicide de classe pour donner de l'avenir, pour donner de l'espoir à votre peuple. Mais vous-même, vous aurez pu faire autrement. Vous n'avez pas choisi d'être là, tout simplement parce que vous avez fait un certain nombre de sacrifices sur votre propre vie, sur la vie de vos enfants, etc., etc. Mais c'est seulement comme ça que, unis, dans la souffrance, dans l'espérance, dans nos rêves, que l'Afrique pourra décoller. Et nous disons aujourd'hui au peuple nigérien, tenez bon jusqu'à ce que la France abdique. Parce que dans cette phase de négociation, même vos dirigeants peuvent être tentés de flancher. Mais quand ça tourne là dehors, vous qui êtes dedans pour négocier, vous n'écrivez pas n'importe quoi. Au peuple gabonais, tenez bon. Vous avez poussé ouf de soulagement, d'accord. Donnez le temps de ce ouf de soulagement. Maintenant, on va s'attaquer au vrai problème. Et là, soyez intransigeants pour ne plus rentrer dans ce que nous avons connu avec cette dynastie des Bongo. Donc voilà, pour moi, je suis confiant, je suis heureux d'avoir vécu ces moments et je sais que l'avenir, la suite sera radieuse pour le peuple africain parce que les Mumba, les Oumiobe, les Kwame Kouma, les Moumier et les Wadjou ne sont pas morts pour rien. Merci à vous, patient parfait, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous dis merci et je continue d'insister. Je lance toujours ce cri en direction de nos internautes. Venez au secours de Panafricanist TV. Panafricanist TV est une chaîne que vous aimez. C'est une grande chaîne. Le petit copec que vous mettez dans l'escarcelle peut aider à régler beaucoup de choses pour que cette belle aventure continue. Donc vraiment, et qu'elle ne s'arrête pas. Nous vous disons merci pour la confiance, pour la fidélité, mais transformez cette confiance et cette fidélité de manière matérielle pour que cette belle aventure continue d'exister. Merci à vous, patient parfum d'eau. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. N'oubliez surtout pas, vous pouvez justement nous joindre par tipeee.com/panafricaniste TV. Et bien là, vous pourrez mettre une petite cagnotte. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.